Dis-toi que plus vite tu commences, plus vite ça sera passé. C'est exactement ce que je me dis. C'est exactement ce que je me dis ce soir. Bon, alors, Kane. Troisième livre de la fin des temps. Troisième livre parlant exclusivement de qu'est-ce qui se passe chez les elfes. Kane est un énorme apport dans le roman parce que tu comprends des choses que tu n'as toujours pas comprises depuis le premier et depuis le second livre, bien évidemment. Mais voilà, c'est la mise en contexte est importante, surtout de pouvoir se rappeler en fait qu'est-ce qu'il se passe, parce qu'on n'a pas entendu parler d'Ultuan pendant toute la guerre avec les Glotkin, on n'a pas entendu parler d'Ultuan lors de la guerre civile de Bretonnie, et surtout on n'a eu que deux choses en rapport à Ultuan, la mort d'Eltarion, et on a eu la flotte de Coty qui se fait défoncer la gueule par des Nords sortis du cul avec leur kraken. Donc bref, on n'a pas entendu grand chose de ce qui se passait du côté des elfes. Les premières pages, c'est comme quand ton prof te permet de mettre ton brouillon dans ta copie. Ouais, et encore, hein. À savoir pourquoi les elfes ne branlent rien depuis le début. C'est exactement ça. Salut Torco, j'espère que tu vas bien. Et les navires Norse à canon à kraken, hein, oublie pas. Donc, voilà. Alors, Kane s'articule sur le fait que pour les elfes, on va essayer d'être un peu explicite. On avait fait un stream, hein, rappelez-vous, on avait fait un stream déjà sur le lore des dieux elfiques. On avait fait, on revient à l'enlèvement d'Aliratra ou avant? Non, juste après. Juste après. Je vais remettre dans le contexte, hein, fais pas Ascar. Merci beaucoup pour le train de live niveau 4 à tous, merci beaucoup. Les elfes ont une vision un peu différente de la fin des temps. Certes, ils ont la même peur, la même hantise, la même apocalypse. Les dieux du chaos dévorent le monde. Ça, c'est sûr et certain, ils ont cette vue. Mais la fin des temps, du point de vue des elfes, viendra après un événement qui, pour les elfes, est totalement ancré dans leur lore et qui, pourtant, si tu ne suis que si tu fais que des rapports de bataille et que tu n'as que ton livre d'armée, tu ne connais pas ce moment, cette parcelle de leur histoire. Ça s'appelle le Rana d'Andra. Et le Rana d'Andra, c'est le Ragnarok. Bon, cherchez pas, c'est leur vision du Ragnarok, c'est-à-dire que c'est littéralement la guerre des dieux. Et dans le folklore elfique, et je parle bien elfique avec un grand E, c'est-à-dire pour les trois peuples elfes, dans le folklore elfique, les dieux vont tous se baser, vont tous se battre contre Kane, et Kane va quasiment tous les tuer. C'est vraiment c'est Surtur du Ragnarok, c'est celui qui va arriver et péter la gueule à tout le monde. Ils ne sont pas foulés, ils ont repris le concept de 40K. C'est plutôt 40K qui a repris le concept de Battle, hein. Wildebar, je te le rappelle. Mais bon, bref, ils vont avoir le Rana d'Andra, et derrière après, ils auront les dieux du chaos qui viendront dévorer le monde, sauf si le Rana d'Andra, en fait, parvint à élever des héros et des choses comme ça. Donc bref, pour les elfes, la fin du monde, elle commence avec la guerre des dieux. Le seul souci, c'est que la guerre des dieux, du point de vue des elfes, eh ben, les dieux ne sont plus là. Les dieux, vous le savez, on l'avait vu ça aussi, ils sont à deux sphères différentes, entre guillemets, ils ont les hauts dieux et les dieux de l'ombre. Bref, je ne vais pas vous faire un exposé entier là-dessus parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais vraiment, ce qu'on va vivre dans Kane, c'est l'ancien Rana d'Andra, donc l'ancienne guerre des dieux, parce qu'elle s'est déjà passée, donc déjà, ils savent déjà qu'est-ce qui va se passer, ce sont leurs prophéties, les Kane qui va tuer tout le monde, etc. Et derrière, ce qu'ils vont connaître là dans Kane, c'est le Rana d'Andra, mais sur Terre. Donc, en gros, les avatars des dieux vont s'affronter entre eux. Et de ces avatars naîtra le dieu capable, ou en tout cas l'être capable de protéger le monde contre les dieux du chaos. Bref, on est dans la merde. Hashtag Teclis. On pourrait presque dire ça. Donc c'est pour ça que quand tu commences Kane, littéralement déjà, le livre, alors vous l'avez sous les yeux, le livre te donne un listing intégral de tous les héros nommés elfiques, y compris les dieux. Il te file littéralement un glossaire et un lexique.
On est au 3e bouquin. Et c'est la première fois qu'il pense à faire un truc comme ça. Et c'est là que tu te dis... Ah ouais. Il redonne le contexte. Mais je trouve ça super bien qu'ils donnent le contexte. Mais putain, pourquoi ils l'ont pas fait avant? Et pourquoi ils expliquent pas Ulrich, Tal, les dieux du chaos au début de Glotkin? Pourquoi ils te parlent pas de Ushoran ou des trucs comme ça avant? Dans Nagash? Alors, qui on va pas oublier cette fois? Exactement, parce que Nafi, vous allez tous le comprendre bien sûr, contrairement à Nagash et à Glotkin, où tu avais des persos nommés ultra puissants, ou alors des tout nouveaux persos nommés ultra puissants et très chers, qu'on te mettait contre des anonymes, là, on est dans les peuples elfiques. Les peuples elfiques, hein, je vous le rappelle, c'est certainement les peuples les plus développés dans le lore de Warhammer. Il y a littéralement l'incarnation de l'Angleterre et du point de vue de Games Workshop avec les hauts elfes. Tu as le point de vue des Américains renoués qui ont fait une guerre civile contre les hauts elfes qui sont devenus des elfes noirs. Et tu as les Suisses et les hippies qui sont dans le vieux monde et qui sont à Tel Lorraine. Je schématise, bien sûr. Mais il y a vraiment beaucoup de héros nommés. Parce que là, c'est 3 peuples ensemble. Donc, on va avoir beaucoup plus... beaucoup plus de factions héros contre héros et pas anonymes contre héros. Combien est le perso nommé elfe? Oui. C'est exactement ça. Vachement pacifique tes elfes, tes suicides. Ah ouais, littéralement, hein, ils sont très pacifiques. Bonsoir Tristan, j'espère que tu vas bien. Donc, mis à part ce fait qu'on vous explique un petit peu le contexte, on commence Kane. Kane commence non pas par des personnes ou quoi que ce soit, ça ne commence même pas d'ailleurs par tu ouvres un chapitre qui te donne une date. On te donne même pas ça. Le seul truc que tu as, c'est un échange. Justement, un des dialogues, comme je vous ai parlé au début du stream, que je trouve déjà ultra important, qui se passe non pas entre 2 personnes, mais entre 2 déesses. Le livre commence sous le chêne des âges d'Atel Lorraine. Donc déjà, on est, pour moi, joueur elfe Sylvain, dans le sacro-saint de mon peuple. J'ai peur. J'ai très très peur. Et on t'explique que Ariel, donc celle qui est à gauche de votre écran, Ariel, reine tutélaire et demi-déesse du peuple elfique, incarnation de Isha, elle-même sur Terre, déesse de la vie, on t'explique qu'elle est en train de mourir, qu'elle est malade et qu'elle n'a même pas la force de se lever. Déjà, ça pue. Exactement. Salut Komodo. C'est la pérave. C'est ça. Et l'échange commence lorsqu'une autre déesse, tu comprends que c'est une autre déesse qui arrive. Après, on le savait déjà ça. On le savait déjà dans le contexte. On t'explique que Ariel est malade et qu'elle est enfermée dans le chêne des âges. Et on l'a. Qui c'est qui vient? Liléate. Alors Liléate, je vous le rappelle, c'est la déesse de la lune, des sentiments et des rêves, je crois de mémoire, je ne sais plus exactement. Vous retrouverez le stream des dieux elfiques ou je le remettrai sur YouTube, je ne sais plus. Et tout simplement, ces deux-là, sachant que Isha est une reine-mère, hein, c'est l'une des premières déesses, Isha qui était là dans le Ranadandra, qui a connu donc le Ranadandra, la fin du monde des elfes, des dieux elfiques de l'époque, elles ont un échange, toutes les deux, où tu as Liléate qui a l'air extrêmement triste de voir sa sœur, sa mère, entre guillemets, sa sœur, etc., malade à ce point-là, ravagée à ce point-là. Et elles ont un échange qui est assez terrible. Vraiment qui est assez terrible. T'as Isha, alors là je vais vous lire le passage parce que justement c'est important je trouve que vous ayez le passage. Isha, donc la reine des elfes sylvains, la déesse, Ariel, incarnation de Isha, déesse des elfes sylvains, elle explique: je me souviens lorsque j'étais jeune et perdu dans les ténèbres avec Eret Kial, donc une autre déesse, pour seule compagne.
Même dans ses bons jours, la reine pâle n'était pas une mère recommandable et elle m'effrayait tout autant que l'obscurité qui nous entourait. Puis, Azurian est venu, il portait Talcine, le seigneur des aigles, sur son épaule, il a mené le feu qui bannit les ténèbres de mes craintes. L'Iliade qui lui répond « Mais tu me l'avais jamais dit ». Et derrière, Ariel qui reprend « Mes plus anciens souvenirs sont tout ce qui me reste. Les autres se sont évanouis. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'affaiblit autant. Seul est là. » 3 petits points. Et là, t'as Liliath, qui est une déesse bénéfique. Hein. Liliath est l'une des seules déesses qui est en fait encore sur Terre, qui agit sur le monde des mortels. Elle agit avec des héros qui sont à ses ordres. Teclis en est un, par exemple. Talcine aussi, des elfes sylvains en est un. Pas Talcine, mais Aralot, pardon. Et tout simplement, elle est encore beaucoup sur Terre. Ariel, elle est plus en contact avec les dieux qui sont vraiment au sommet. Enfin, Isha, elle s'intéresse un peu moins au monde des mortels. Quoique quand même, ça reste la déesse de la vie. Et elle est en train de te dire, putain, mais je comprends pas, quelque chose me rend malade. Comment c'est possible? Ce n'était jamais arrivé avant. Il n'y aurait qu'un seul truc qui pourrait le faire. Et là, d'un coup, tu as Liliath qui prend la suite et qui dit, en reprenant exactement le même début de phrase que sa sœur, seule une écharde de glace qui se serait formée dans les ténèbres avant la venue de la lumière d'Azurian et qui aurait été enterrée profondément sous cet arbre afin que personne ne la découvre pourrait te tuer. Et là, il y a un blanc entre les deux. Et là, tu as Isha qui regarde Liléa qui lui fait « Attends, quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et Liléath qui la regarde dans les yeux et qui fait juste « Ce qui devait être fait a été fait. Tu n'aurais jamais accepté mon plan. » Quoi? La hiérarchie des pupilles de Warhammer fut changée à jamais. Et là, tu fais... Attends, quoi? Donc, t'as Liléath qui est en train de buter Isha depuis le début. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, vous êtes prêts pour votre premier cependant? Pourquoi n'a-t-on jamais vu la figurine d'avatar de Kain dans le Battle? On en parlera après, Jérémy. Là, pour l'instant, je te présente. J'ai pas compris, là. En gros, Metal Liquid, on te fait comprendre que Ariel, elle est malade, pas parce que c'est les dieux du chaos qui la rendent malade et leur réveillent. C'est que tu as une autre déesse du panthéon elfique, celle qui est censée être extrêmement au courant de ce qui se passe et très présente sur le monde de Warhammer avec les vivants, qu'elle avait préparé ce moment. Elle avait enserré, on va dire, un piège autour du cœur de la déesse à l'aube des temps. Et Liléath avait préparé son moment pour rendre malade et apparemment, comme le dit sa sœur, assassiner Isha. Cependant, on comprend. Elle lui bouffe son énergie, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Bien sûr, t'as Isha qui commence à dire « Putain, mais pourquoi tu me tues? Pourquoi tu m'assassines? Tu me détestes à ce point-là ?» Et derrière, t'as Liliath qui lui dit « Je t'aime au plus haut point de l'existence, mais je préfère choisir le camp des vivants et le camp des gens qui vivent sur la planète. Le camp, en gros, qu'ils appellent de leurs enfants, les dieux. » Et elle jure, Liliath qui se met à genoux, qui prend la main décharnée de sa sœur, ou de sa mère, on ne sait pas vraiment, et qui lui dit quoi qu'il advienne, je combattrai aux côtés des mortels jusqu'à la fin, j'en fais le serment. Et elle se barre. Et là, tu comprends que Liliath, en fait, elle est en train, en effet, de pomper l'énergie de Isha, donc de la déesse, qui est à moitié en Ariel. Hein. Ariel est un avatar. Et en fait, Liliath est en train de briser l'énergie de la déesse. Mais de la déesse.
pas de son incarnation sur Terre. Et au moment où l'Iliade part, tu entends, du coup, je vous rappelle qu'on est sous le chêne des âges dans la demeure d'Ariel, donc dans le monde physique et non pas dans le monde des dieux. Et t'as, à ce moment-là, au moment où l'Iliade part, l'arrivée de quelqu'un. Et tu comprends que c'est l'arrivée de Alarielle, la reine des hauts elfes, qui, rappelez-vous, dans le contexte qu'on avait dit au tout début, au tout début des streams de la fin des temps, elle avait quitté Athel-Lorraine, elle avait quitté Ulthuan et rejoint Athel-Lorraine pour passer un pacte avec les elfes sylvains pour aller sauver sa fille en échange de sauver Ariel. Et pourquoi ces deux-là se retrouvent sous cet arbre? Parce que Ariel et Alarielle, donc les deux incarnations sur Terre, donc des elfes, qui sont certes surpuissantes toutes les deux, mais qui sont que des elfes, ont toutes les deux en fait une parcelle du pouvoir d'Isha. Elles sont séparées, il faut qu'elles reviennent en un seul. Et c'est donc à ce moment-là que tu comprends que la déesse Isha, c'est fini. Elle va être certainement incarnée, elle va plus avoir de contact avec le monde des dieux. Le monde des dieux, du point de vue de l'Iliade, c'est terminé. Il faut couper le monde des dieux et il faut donner tous les pouvoirs sur le monde des mortels pour tenter de le sauver. Sur cette image, elle me fait vraiment penser à une vampire. Ouais, mais là, moi, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment reine éternelle. Je vais te défoncer la gueule, quoi. Je me suis regardé toutes les redites cette semaine, quel plaisir. Eh bien, Adibou avec plaisir. Salut, Jus. Donc, on commence par tout de suite. Ça pue. Ça pue. En fait, j'avais compris que l'Iliade n'avait pas connu les temps immémoriaux des ténèbres. Je crois qu'elle les a connus. Hein. Après, l'Iliade, c'est peut-être une des déesses jeunes. Et c'est pour ça, justement, que elle l'appelle mère. Je me souviens plus exactement de la hiérarchie. Il faudrait que je regarde mon stream des dieux. Mais je n'ai pas eu le temps. Je vous ai fait votre montage pour ce week-end. Enfin, bref. Écoutez, c'est ce que je voulais vous dire. T'as le moment où l'Iliade, c'est la déesse des prophéties. Oui, de toute façon, c'est la déesse de la lune. Elle lit les étoiles, elle lit le futur. C'est pour ça qu'elle est au courant de beaucoup de choses. Et tu comprends qu'en fait, l'Iliade est une instigatrice de la défense de la Terre, de la Terre de Warhammer, des vivants du monde de Warhammer. Parce que, je vous le rappelle bien, mais les dieux elfiques, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe en fait sur le monde des vivants. Il y en a très très peu qui s'intéressent au monde des vivants. Mis à part Isha, Kurnus parce qu'il aime bien avoir des sacrifices, Kain parce qu'il aime bien qu'on lui en donne, aussi bien sûr. Mais sinon, il y a beaucoup d'elfes du haut panthéon, de dieux elfes qui en ont rien à foutre. Donc voilà. C'était pour vous faire comprendre déjà rien que le début du roman. Tu commences, tu fais « Attends, quoi ?» Ouais. T'as aussi un échange où t'as l'Iliade qui dit « Nos enfants jouent le rôle de nos disparus. » Donc, si elle entend ça, certains de nos enfants jouent le rôle de nos disparus, ça veut dire qu'il y a des enfants, donc des elfes du monde, qui vont devenir des avatars des dieux qui ont été tués dans le Ranadandra. Merci Zedouille, merci beaucoup pour le follow. Compliqué, c'est ça. Franchement, Kain est ultra compliqué. Pour moi, ça va être un calvaire de tout vous raconter. Donc le but de l'Iliade, c'est d'éliminer Isha pour... C'est pas de l'éliminer. C'est pas de l'éliminer, c'est de prendre le pouvoir de la déesse pour le donner sur Terre. C'est ça le but de l'Iliade Grimzag. Salut Delidrum. Bonsoir. Donc en gros, oui, en effet, Isha de la déesse, terminé. Hop, elle te prend tout ton pouvoir et elle le met sur Terre. Parce qu'elle se dit, l'Iliade, elle se dit, c'est la seule manière de pouvoir arrêter les dieux du chaos. Dans le Ranadandra des dieux, ils n'ont pas tous scanné. Bah, je crois qu'il n'y a que Isha qui a survécu. Et justement, qui les a fait revivre, parce qu'elle est la déesse de la vie. Je crois que c'est ça, je me souviens plus dans Ranadandra. Enfin, je vous passe un stream sur le Ranadandra. Je le fasse, parce que c'est quand même important là pour Kain. Le Webway existe dans Battle? Non. Enfin, il y a des clins d'œil, mais c'est pas du tout ce que tu penses comme dans 40K. On crame tout pour repartir sur des belles scènes. Ouais, non, mais là, c'est vraiment tout cramé, quoi. Donc, deuxième page. Comme quoi les healers, c'est important. C'est péter les healers. Toujours viser les healers d'abord. Ouais, allez, contexte. Comment elle a pu prévoir son plan avant la création des elfes? Bah, en fait, Saskatchewan, les elfes de Warhammer, ils ont tous un passé commun.
Ils ont la Reine Éternelle. La Reine Éternelle qui est une création des anciens. Et l'hypothèse principale du monde de Warhammer, c'est que les anciens qui ne sont pas partis dans le portail et qui n'ont pas quitté la planète sont devenus les dieux, dont des dieux elfiques. Et justement, c'est ce qu'on t'explique, c'est que si la déesse Liliath est en fait au final une ancienne, comme Isha, comme Kane, etc., des anciens qui ont un peu vrillé, on est bien d'accord, eh bien, lorsqu'ils ont créé les elfes, ils ont prévu la fin des temps. Parce que je rappelle bien que les anciens, ils n'ont pas créé le monde de Warhammer pour se faire plaisir. Ils ont créé le monde de Warhammer parce qu'ils avaient un plan, le grand plan, pour combattre le chaos. Elle t'oblige à vivre uniquement chez les mortels pour l'obliger à s'en préoccuper. C'était à peu près ça, The Druid. Puis c'est surtout que Liliath, ce qui l'importe, c'est le monde des mortels. Parce que justement, tu vas comprendre, elle est amoureuse, elle a des projets, mais avec des mortels et pas avec des immortels. Là, c'est tout cramé à coups d'ogive nucléaire, c'est à peu près ça. Donc, comment elle a pu préparer son plan avant la création des elfes? Tu as ta réponse. Si les dieux elfiques sont des anciens. Ce qui, je pense, est ma théorie qui tient la route. Nucléaire, c'est des Skaven, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on repart en arrière par rapport à la fin des temps. On oublie Aldorf qui a combattu les Glotkin. On oublie même la Maison Taal. On oublie... le Gelt nécromant. On oublie la chute de Cetra. On oublie l'attaque de Marienbourg, tout ça, on oublie. J'ai mal au crâne, t'inquiète pas Saskatchewan, moi aussi. Je pense que les dieux humains et nains sont des anciens aussi, ou au moins des créations de Sevi. Bah, en fait, Scar, pour moi, c'est tous les mêmes, mais justement, on en avait fait des streams sur les dieux, il faudra qu'on en refasse. Les mêmes anciens qui ont combattu les Cthans et les Nécrontyres. En fait, Olivier Véreux, c'est le gros clin d'œil dans le monde de 40K. Quand ils ont créé le lore de 40K, ils ont donné le même nom à la race séculaire qui aurait créé les races, les anciens. Donc tu as le gros clin d'œil de la guerre Nécrontyre ancien, Nécrontyre-Cthans ancien dans le monde de Battle. Mais n'oublie pas que le monde de 40K a été créé après et que ce n'est qu'un clin d'œil. Il n'y a pas de lien dans ces univers. Sinon, ça ferait très longtemps que les orques auraient gagné. Hein. Ou le chaos, ou on n'en sait rien. Donc, le premier chapitre démarre en 2524. Qu'est-ce qui se passe en 2524 ? S'il y en a un de lien... Oui, je sais, Scar, je sais qu'il y en a un dans ce livre, mais ce n'est qu'un clin d'œil. Et de toute façon, pour moi, de toute façon, Game Workshop, ce n'est pas canon, ce truc-là. Que vous dire, bordel, je vais arriver à me concentrer parce que j'arrive pas à me concentrer. Le contexte, les 10 premières pages de ce roman ne sont que pour vous expliquer le contexte, ce que je vous fais en ce moment même, d'accord? Et déjà, mis à part l'échange que je viens de vous expliquer entre Isha et Liliath, qui se passe sous le chêne des âges, qui se passe donc en Athel-Lorraine. Mis à part ça, dans la remise en place du contexte, on ne parle pas une fois des elfes d'Athel-Lorraine. Ah là 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 là, ça sent mauvais. Oh putain. Ça sent très mauvais. Donc on a le point de vue de seulement ce qui se passe sur Ultuan et sur Nagaronde. C'est tout ce qu'on a. Sur Nagaroth, pardon. Avec quand même pas une fois quoi. Ouais, vraiment pas une fois. Donc commençons par ce qui se passe sur Ultuan. Parce qu'on suit l'ordre du roman. Attendez, je cherche mes iconos. Non, c'est pas celle-là. On va mettre celle-là. Oui, désolé, c'est mon fond d'écran. Là, voilà. Avoir un livre d'armée ne t'immunise pas. Avoir le dernier livre d'armée ne t'immunise pas. Les hippies sont trop stone, ils n'ont rien ressenti, c'est à peu près ça. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Ultuan ? Eh bien, c'est très simple. La remise en place du contexte est déjà assez catastrophique.
Pourquoi? Parce que on est quelques semaines, quelques jours peut-être même à peine, après le départ de Eltarion et Eldira de Ultuan. Pourquoi Eltarion a quitté Ultuan? Parce que, en effet, dans le roman, Aliatra, la fille de la reine éternelle, a été enlevée par Manfred von Karstein lorsqu'elle revenait de Karazakarak. Elle s'est fait enlever. Tyrion et son frère Teclis sont partis avec une énorme armée de hauts elfes à Nagashizar pour aller défoncer Manfred von Karstein, allié en retour aux nains qui, par serment, devaient protéger Aliatra et avaient échoué. Les deux armées alliées sont allées à Nagashizar défoncer Manfred et récupérer Aliatra, et ça s'est soldé par un échec, un second échec de l'alliance aux elfes et naines contre Manfred le Scénarium, littéralement. Pourquoi ça... Enfin, ça, ce que je viens de vous dire, c'est même pas dans la fin des temps, c'est dans le livre d'armée. Hein, c'est encore dans le livre d'armée. Et en fait, lorsque les deux héros sont rentrés en Ultuan, Tyrion était prêt à repartir une troisième fois, enfin, à repartir une nouvelle fois sauver sa fille, parce que oui, en effet, Aliatra, terminé pour le spoil, mais Aliatra n'est pas la fille de Finubar, le roi Phénix, et de la Reine Éternelle. Elle est la fille de Tyrion et de la Reine Éternelle, qui ont eu une grande romance, et qui sont d'ailleurs toujours en romance, depuis la dernière tempête du chaos d'Assavarkul. Donc, cependant, ah merde, trop tôt, même pas. Bah tiens, oui, si, parce que au moment où justement donc Tyrion s'apprêtait avec son énorme nouvelle armée de partir d'Ultuan pour aller sauver sa fille parce qu'il savait qu'elle était en Sylvanie, parce que Manfred lui avait échappé à Nagashizar, quelque chose se passe. Il est au courant, Finubar. Alors Finubar soupçonne mais laisse passer. De toute façon, Finubar est absent. Il est absent à partir de depuis ces quelques jours. Depuis que Aliatra a disparu, Finubar est absent. Il s'est enfermé dans ce qu'on appelle la Tour des Étoiles parce qu'il a ressenti un grand danger et qu'il est en train d'étudier le futur. Cependant, lorsque Tyrion est prêt à partir, la tempête du chaos commence. Archaon est couronné. Donc, sur Ultuan, tout d'un coup, des méga tempêtes de magie pètent littéralement partout. Les montagnes Anouli, je vous rappelle la ligne de montagne qui est au centre d'Ultuan, attention les cartes bien sûr, parce qu'on les a prévues ce soir, toutes les montagnes au centre d'Ultuan sont ravagées par des tempêtes du chaos et des montagnes déferlent des millions de démons. Finubar n'a jamais eu de figue, si je me souviens bien. Aucun des rois phénix n'a eu de figurines. Ils sont trop pétés. Salut fils de Kraluk. Ah mince, c'est ballot. C'est ça. Et donc, au moment où Tyrion était prêt à partir, Ultuan est assiégé et le roi Phénix ne veut toujours pas sortir de la Tour des Étoiles. Tyrion, fou de rage, se dit « j'en ai rien à foutre ». Tyrion, pour la première fois de sa vie, se dit « j'en ai rien à péter, j'abandonne Ultuan et je vais aller sauver ma fille ». Il ne le dit pas à voix haute, bien sûr, mais il veut récupérer la reine éternelle, la princesse éternelle. Et c'est Teclis qui va le retenir. Teclis lui explique que si jamais il va récupérer sa fille, parce que Teclis est au courant que c'est sa fille, bien évidemment, si jamais il va récupérer sa fille, Ultuan tombera. Parce que Finubar est introuvable, enfin pas introuvable, mais n'est pas là, et le seul qui a eu le droit d'aller le voir dans la Tour des Étoiles, c'est Teclis. Et Teclis, lorsqu'il est revenu sans Finubar et juste avec il faut tenir Ultuan, avec cette idée. Il se tourne vers Tyrion et lui dit « si jamais tu pars, Ultuan est perdu ». Tyrion, ça l'a rendu complètement fou de rage, du genre putain, en fait vraiment coupé en deux entre son devoir et l'amour pour sa fille. Et tout simplement, Teclis va réussir à le manipuler, entre guillemets, mais en tout cas à le convaincre de ne pas aller en Sylvanie.
Par contre, Tyrion va nommer à la place les seuls amis qu'il a vraiment sur Ulthuan, parce que Tyrion, il est pas très tourné sur l'amitié. Il n'en a que deux, des amis sur Ulthuan, Eltarion et Eldira, qu'il va envoyer, entre guillemets, à la mort, récupérer sa fille chez Manfred. Pendant ce temps, lui, Tyrion, va défoncer les démons qui sont en train de déferler sur Ulthuan pour devenir vraiment ce qu'il a toujours aurait dû être, entre guillemets, le héros total de la race elfique, le grand combattant qui défendra Ulthuan. Bien évidemment, avec le recul, c'est déjà dit dans le premier roman, dans le tout premier roman, on sait que Théclis a tout fait pour retenir son frère sur Ulthuan, parce qu'il savait pertinemment que si Tyrion allait dans le Vieux Monde, Ulthuan déjà tombait, c'était presque sûr, mais surtout parce que si Tyrion allait en Sylvanie, il aurait récupéré Aliatra. Il l'aurait récupéré, tellement Tyrion est puissant en fait. En gros, Théclis envoie un level 50 affronter un level 200, enfin un level 100 affronter un level 200, alors que son frère level 400, il aurait réussi. Parce que je vous le rappelle que Théclis, il a un plan. Il a un plan pour justement sauver le monde. Et dans ce plan, le sacrifice de sa nièce est nécessaire. Mais en retour, vu qu'il ne peut pas convaincre à 100% son frère, bah, il laisse Eltarion mourir. La ligne de Finubar est occupée, veuillez réessayer ultérieurement, c'est ça. Donc Théclis, je vous rappelle que Théclis est un élu de Liléate. Liléate, la déesse qui est en train de trahir les autres dieux pour pouvoir récupérer leur pouvoir et donner du pouvoir aux mortels. Son plan a un poil éclaté le monde. Eh bien non, son plan a fonctionné, Olivier. C'est les écrivains qui ont fait que son plan a foiré. Parce que je le rappelle encore une fois, on spoil même pas parce qu'on en a déjà parlé, mais Aliatra, elle sera sacrifiée sur l'autel de Nagash pour réinvoquer Nagash. Mais pour le réinvoquer en incomplet. Parce que Nagash, dans son plan de réincarnation, mes sbires vont me réincarner avec tous ces sacrifices-là très précis. Leur sang est précis pour que je revienne à 400% de mes effectifs et de mon pouvoir. Merci Shalia, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Et vu que je serai le dieu des dieux, le dieu de la mort, plus puissant que tout, parce que je suis Nagash, je pète plus haut de mon cul, même quand je suis un dieu, direct, je vais naître et je vais aller dans les royaumes du chaos et buter les dieux du chaos. Sauf que, même si Nagash est surpuissant, il ne peut pas battre le chaos tout seul. C'est impossible. Et c'est ce que Théclis ne voulait absolument pas. Ça ne fait pas partie de son plan. La seule manière qu'ils ont de pouvoir stopper les dieux du chaos, c'est d'avoir tous les vents alliés contre eux. Que tous les pouvoirs du chaos soient retournés contre eux à égale puissance. À 8 contre 4. Et c'est pour ça que Théclis a un plan qui est vraiment génial. Il est terrible, il est horrible et terrible, mais il est génial. C'est que si jamais il n'avait pas laissé sa nièce mourir en avance, enfin mourir, et donc ralentir Nagash dans son délire d'aller tuer tout le monde et de se faire péter la tronche, eh bien l'histoire aurait été terminée premier livre, directement. Donc c'est ce que je voulais préciser. Donc Tyrion et Théclis restent tous les deux sur Ulthuan pour justement défendre l'île contre la myriade de démons qui attaquent. Mais quand je vous dis la myriade, c'est vraiment des millions de démons. C'est des centaines de milliers de démons qui attaquent. C'est du billard à 3 bandes. C'est très très chaud comme plan, mais c'est très elfique. Hein. Ça, je peux concevoir. C'est la why des démons. Ah, littéralement, c'est la why des démons. Alors là, c'est le brainless. Hein. Ils y vont par centaines de milliers. Et pour vous dire, ça a été tellement un assaut terrible et incommensurable sur Ulthuan que c'est égal en termes de puissance et de choc mental pour les elfes d'Ulthuan à la grande catastrophe. C'est-à-dire à la première attaque des démons. Le moment où les portails se sont effondrés. Parce qu'ils sont privés de leur roi Phénix, mais en plus, ils sont privés de la reine éternelle. Parce que je vous l'ai dit, la reine éternelle, elle vient d'arriver en Athel Lorraine. Elle a quitté Ulthuan pour aller
négocier avec les elfes sylvains pour qu'ils aillent sauver sa fille en même temps qu'Eltarion, ce qui bien sûr va être floué parce que la déesse Liléate avait un autre plan et qu'elle voulait pas que Aliétra soit sauvée et que derrière, ils ont besoin de pouvoir Isha au même endroit. Donc là, Ultuan, ça n'a plus son roi phénix, plus sa reine éternelle. Donc les gros boss ne sont pas là. Ok. Il y en a d'autres des gros boss. Rappelez-vous la liste de tous les personnages légendaires qu'il y a chez les elfes. Du côté des elfes, tu as bien évidemment Tyrion et Théclis qui sont prêts à tabasser des bouches pour le plaisir, mais tu en as aussi un autre. Imric. Alors, Imric. En vrai, dans 40K, le vieux monde, ce serait tellement pris un exterminatus, c'est clair. Imric de Calédor. Donc, Imric de Calédor, un des 10 grands princes d'Ultuan, donc un qui est potentiellement éligible au trône du roi Phénix, parce que c'est un des grands seigneurs qui sera élu. Imric, seigneur de Calédor, seigneur des dragons, hein, littéralement, descendant du créateur du grand vortex, Calédor, dompteur de dragons. Imric est dans un état de rage et de dégoût absolu. Pour lui, Finubar a totalement échoué dans son rôle de protecteur et de roi phénix d'Ultuan. Il laisse à ses seigneurs faire tout le sale travail et défendre la cité et les vivants pendant que eux perdent leur temps. Imric tente un coup d'État. Il tente un coup d'État politique, hein, pas militaire, mais politique. Imric possède la puissance des dragons. Il est prince de Calédor et il explique on comprend qu'à chaque fois qu'un royaume elfique est attaqué par les démons, et c'est colossal, hein, tous les royaumes sont attaqués, Imric propose son aide. Je viendrai avec mes dragons et mes armées seulement si vous rejoignez mon camp, car Finubar a échoué. Et presque la moitié des seigneurs vont dire non pour que l'autre soit d'accord. Donc, il est en train de créer un putsch et ça va créer d'énormes tensions. Jusqu'au moment où Tyrion lui-même et Théclis, hein, les deux, ils sont tous les deux ensemble, Tyrion et Théclis vont lui dire « Ok mec, t'es en train de desservir là, tu fous la merde. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu fous la merde. Rejoins-nous. » Théclis va même, vu qu'il est le seul à avoir vu Finubar, être le porte-parole du trône Phénix et lui dire de rejoindre l'alliance des elfes contre les démons. Tandis que Tyrion va littéralement lui dire « Rejoins-moi tout court. » Et Imric va refuser. Imric va refuser et va dire que Calédor se défendra seul et que les 9 autres royaumes devront se défendre seuls maintenant. Ok, très bien. Donc Imric va défendre Calédor de son côté. Calédor, hein, je vous remets sur la carte pour ceux qui ne connaissent pas assez la géographie de Warhammer. Calédor, c'est ce petit morceau-là. C'est le sud-ouest, si vous voulez. C'est la pointe, là, l'enclume de vol, tout ça, tout ça. Voilà, donc tout le reste va devoir se démerder tout seul. Voilà, enfin tout seul entre guillemets. Imric a raison, il ne servira que le vrai roi Phénix. On va se calmer tout de suite. Donc, Tyrion et Théclis entament ce qu'ils appellent les guerres de reconquête. Donc vraiment pour vous dire à quel point Ultuan est dans la merde, ils ont tellement été attaqués violemment par les démons que ça s'appelle même pas genre la résistance ou la guerre contre les démons. Non, ça s'appelle les guerres de la reconquête. Tellement les démons ont été vénères. Et là, l'alliance des deux, l'alliance de Théclis avec son frère Tyrion, va être Deus Ex Machina. Elle va être inarrêtable. Mais pas sans sacrifice. Tyrion, qui n'a plus de nouvelles de Finubar, pour ça il s'en fout un peu, plus de nouvelles de Alariel, son grand amour, plus de nouvelles de sa fille, ni d'Eltarion pendant des mois, le mec, plus on avance dans le temps, plus devient violent. C'est-à-dire que Tyrion, il réfléchit même pas à sauver ou à protéger sa vie. Tyrion, plus il avance dans les reconquêtes, plus il se retrouve tout seul face à la myriade de démons entourés d'ennemis sur son cheval, en train de tourner et de défoncer tout le monde. Parce que il devient de plus en plus rageux de ne pas être parti chercher sa fille.
pour lui, c'est vraiment oh, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas de temps à perdre, cassez-vous, dégagez, vous me cassez les couilles jusqu'à ce que je vais tous vous buter, tous jusqu'au dernier, comme ça je pourrais aller sauver ma fille. Il évolue vraiment dans une idée de violence. La Reconquista, on pourrait presque dire ça. Les orques, c'est moins compliqué quand même, je suis tout à fait d'accord, Dawn. Il a le sentiment d'être en train de perdre tous ses proches. Oui, oui, il est en dépression totale, là, Tyrion. Et c'est terrible pour ce personnage. C'est vraiment terrible pour ce personnage. Vous avez les résistants de Warhammer à l'Octogone. Ah, pas de souci. Bah, j'espère que ça se passe bien l'Octogone, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'Octogone ce week-end. J'ai raqué beaucoup de trucs. Non, non, t'es arrivé quand on commençait. Je t'ai vu dans les messages. Donc, Tyrion devient de plus en plus violent, mais toujours avec son frère derrière lui. Aide Ultuan et dessert même Ultuan. Il libère Loterne de son siège, il libère Kotyk enfin Ivresse et Kotyk, il libère même Sapheri et la tour blanche de Oeth. Ils vont jusqu'en Avelorn, ils retournent même jusqu'en Shras et à Nagarythe, où lorsqu'ils arrivent en Nagarythe, ils comprennent que la terre a été presque, entre guillemets, naturellement protégée des démons, parce que des fantômes attaqueraient les démons et les défonceraient. Tiens, petit clin d'œil à Alitanar, bien entendu, dont on va reparler bien sûr, le roi fantôme, le roi de Nagarythe. Et surtout, on va comprendre au fur et à mesure qu'avance le résumé de la Reconquista de Ultuan, on va comprendre que les démons ne sont pas commandés par n'importe qui. Bien sûr, vous vous en doutez, on est sur Ultuan, on est des démons et on attaque des elfes. Le grand boss n'est autre que Enkari. Enkari-sama! Slaanesh et Enkari sont bien sur Ultuan. C'est lui, Enkari, qui est le général absolu, encore une fois, de l'assaut majeur sur Ultuan. Il est le démon majeur qui commande aux armées. Et ils vont s'affronter une première fois entre Tyrion, Teclis et Enkari en face à face. Alors, je ne me souviens plus exactement comment ça se passe, mais je sais que Enkari s'enfuit et blesse Tyrion. Alors, je ne sais plus si c'est Enkari qui le blesse ou si c'est un broyeur d'âme qui le blesse. Enfin bref. Sachez qu'il y aura une première rencontre où les deux ennemis... Kain, c'est pas Khorne dans l'Empire? Non, 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 pas du tout. Non, non, Kain, c'est vraiment Kain. En fait, Enkari est très connu de Tyrion et Teclis depuis déjà des siècles. Hein. Il a essayé de les tuer quand ils étaient ados. Il a essayé de retuer à l'Ariel Tyrion et Teclis durant la guerre de Asavarkul, donc il y a déjà 300 ans. Et là, il le retrouve encore à nouveau. Donc c'est vraiment l'ennemi héréditaire de la lignée d'Aenarion. Hein. Enkari, il supporte pas les elfes, il peut pas les blairer. Ou en tout cas, justement au contraire, il les adore, si vous voyez ce que je veux dire. Donc première rencontre, Enkari va réussir à s'enfuir, mais il va se faire bolosser par Teclis en termes de magie. Mais derrière, c'est bien Tyrion qui va être blessé par rapport à broyeur d'âme et grosse puissance des démons. Et malgré ce fait que Tyrion sera blessé, etc., et que Enkari est reculé face à l'assaut aux elfes, eh bien Tyrion n'arrêtera quasiment pas de combattre, presque jusqu'à l'anéantissement de ses forces, ce qui est un calvaire à regarder pour Teclis. Teclis, tu lis qu'il souffre en voyant son frère comme ça. Ça le met pas bien, quoi. Teclis, qui est pourtant pas connu pour avoir beaucoup de sentiments. Et justement, tu as plusieurs moments où il lui dit « Mais arrête, tu vas te tuer, prends le temps de te soigner », jusqu'au moment où il est obligé de se soigner, ce qui, pour Tyrion, le rend encore plus vénère. Donc ça s'arrange pas, véritablement, de son côté, parce que même là, maintenant, il est blessé, il perd encore plus de temps, il se sent incapable, il peut pas protéger les siens, il peut même pas protéger son propre corps, c'est terrible. Face au démon, c'est Grey Knight et un max de moyens, on pourrait presque dire ça. Et donc, arrive la bataille finale, on va dire, entre guillemets. Non, attendez, je relis vite fait. Tac, 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 comment elle s'appelle, la bataille? Tour de la Lune? Non, voilà. La bataille finale de la guerre de reconquête, la plus titanesque de toutes, c'est la bataille de la Tour de la Lune. La Tour de la Lune, symbole de l'Iléade, je le rappelle. La bataille de la Tour de la Lune, ça sera le challenging à nouveau entre Tyrion, Teclis et Enkari. Les deux armées vont de nouveau se rencontrer et les deux armées vont se foutre sur la gueule. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Elles vont à nouveau s'entretuer.
Le seul truc, c'est que Tyrion, à peine remis de ses blessures, va vouloir absolument tuer Nkari, fermant même les yeux là-dessus, et va presque se mettre au sacrifice en face à face, one by one contre Nkari. Même s'il est très puissant, il ne pourra pas le battre en solo. Il faut être à plusieurs. Et c'est pour ça qu'au moment où Tyrion risque de mourir contre Nkari, qui c'est-il qui le sauve? Suspense. Je vais vous le faire avec un cependant. Je vais vous le faire avec un cependant. Le face-à-face. Tyrion face à Nkari. Tyrion approche. Je vais te tuer, Nkari. Nkari, contre ses attaques, se fait légèrement entailler par Tyrion, mais s'apprête à décapiter Tyrion. Cependant, Coril arrive et désarçonne Tyrion qui était prêt à s'empaler sur l'épée de Nkari. Coril, le chef des Lions Blancs, qu'on n'a pas entendu parler depuis le début du roman. Donc on a Coril qui désarçonne Tyrion pour éviter qu'il aille se tuer, qui se fait face à Nkari du genre « Ya, je vais mourir pour te protéger !» Cependant, qui c'est qui arrive derrière encore à nouveau? C'est Teclis qui arrive et qui balance un sortilège surpuissant à Nkari. Ils sont donc non pas un contre un, mais en 3 contre 1. Et même là, il galère. Parce que Teclis balancera peut-être une bouboule de feu, mais ça n'arrêtera pas suffisamment Nkari, qui, derrière, va se relever et va être retanqué par Tyrion, qui va l'empaler de sa puissante épée de bas en haut, traversant jusqu'à son cœur, mettant Nkari au sol. Nkari a un bouclier et 4 bras quand même. Oui, enfin, Nkari est pété. Hein. Dans le lore, il est pété. Hein. Et justement, tu te dis, putain, ça y est, c'est fini, le démon majeur est mort, il est tué, c'est fini, ils vont se dépop. Eh bien non. Le combat continue, les démons sont toujours là, et tu remarques même que Nkari est tellement détesté de ses propres démons que sa mort n'a aucune incidence sur la partie, aucune incidence sur la bataille. Teclis explique alors qu'il a un plan. Il fallait bien tuer Nkari pour que lui-même, Teclis, puisse lancer un sort depuis l'essence même de Nkari. C'est-à-dire qu'il a besoin de la mort de Nkari pour lancer un sort. Et là, Tyrion va protéger son frère pendant que Teclis lance son Deus Ex Machina. Teclis, écoutez bien, Teclis plante le bâton lune de l'Iléate, artefact surpuissant qui caractérise même Teclis en tant que personnage spécial. Nkari étant à l'instant tombé au sol, Teclis plante son bâton dans le crâne de Nkari, lance son sort, et le sortilège qui en est une énorme impulsion d'énergie magique de bannissement. Littéralement la scène de Total War Warhammer 2 quand le vortex se crée, ou la scène de la cinématique de Total War Warhammer 3 lorsque tu vois l'explosion de magie. Et de la mort de Nkari et du sortilège lancé par Teclis, tous les démons présents sur Ultuan seront bannis instant. Cependant, à ce moment-là, le bâton lune de l'Iléate de Teclis explose en 3 morceaux. Quoi? Hein?
Ah, là. Là, tu mets du scotch, je sais faire. Même le bâton, il en a marre. Euh, Ça se répare un bateau? Non. Justement, non. On t'explique à ce moment-là dans le roman, on t'explique qu'à ce moment-là, le bâton après la bataille, est réparé par les meilleurs artisans du monde de Warhammer, des elfes, et on t'explique que le bâton lune de l'Iléate, l'artefact surpuissant d'une déesse, est détruit pour de bon. Il est recollé en gros, mais c'est juste le bâton. Il a plus de pouvoir. Et là, tu fais... Mais d'accord, le truc, il énerve rien que dans le contexte. Dans le contexte histo, Teclis, archimage de tous les elfes, il le nerf instant, le gars. Et je vous rappelle en plus que Teclis, qui est déjà atteint par la malédiction d'Aénarion, parce que c'est un descendant d'Aénarion, comme son frère, il est atteint physiquement, lui, son corps est extrêmement frêle, extrêmement fragile, il lui faut des potions tous les jours, Teclis, pour tenir rien que debout, et que le bâton lune de l'Iléate était en lui-même un artefact qui lui permettait d'être en vie, cordialement en vie. Là, Teclis devient un vieillard qui ne peut même pas marcher pendant plus d'1 heure. Parce que son bâton est détruit. Il est dur le patch pour Teclis, c'est ça. Mais voilà quoi. Vaut mieux se séparer d'un bâton que de se séparer d'Ultian. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, Aurore. Mais quand tu regardes que Manfred von Karstein arrive à recouvrir la Sylvanie intégralement d'un voile de nuages de mort et que derrière il crée une forteresse d'ossements impénétrables sans péter un seul de ces artefacts, juste en faisant un sacrifice humain. Je veux bien que Manfred soit pété, mais pour moi, Teclis est meilleur que Manfred. C'est de la camelote l'artisanat elfique. En y collant quelques runes, ça ira bien mieux. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils aient le temps, les nains. Il y en a un qui a lu sa doc. Pardon? Oh, foutez de ma gueule, monsieur. Depuis quand Teclis, il sait pas lire. Non, mais bon, voilà. En gros, c'est la mise en place du contexte. On nerf un peu le gars qui a, je le rappelle, one-shot Malekith d'une boule de feu dans la dernière guerre. Voilà, on va le nerfer. La Sylvanie, c'est pas la même superficie culture. Non mais arrêtez les mecs, arrêtez. Ça fait mal l'échec critique. Les forces de l'ordre ramassent, c'est tout. Voilà, c'est ça. Il irait bien le Teclouse avec des furies pour s'occuper de lui. Oh, tu m'étonnes. Donc vraiment, voilà, c'est un nerf assez fort en termes de lore de Teclis. Mais en tout cas, Ultian est sauvé. Ultian est sauvé. Tyrion est réclamé comme grand vainqueur de la guerre de la Reconquête. Mais par contre, durant la guerre de la Reconquête, il se passe un truc qui est vraiment un gros problème en termes de politique d'Ultian. Je vous en ai pas parlé parce que j'ai préféré plutôt en parler quand j'avais fini la guerre. Mais durant la guerre, quand justement Tyrion est blessé, quand il est entre guillemets en convalescence, Tyrion et Calédor et Imric reprennent contact. Ils reprennent contact. Tyrion qui, pas étrangement mais incroyablement, se calme envers Imric et fait un pas vers lui. Il lui envoie des messages en disant « Très bien, nous avons besoin d'aide, l'avenir d'Ultian compte plus que nos divergences d'opinion. Rejoignez-nous une nouvelle fois. Nous vous proposons à nouveau un pacte d'alliance. Ne restez pas dans votre coin. » Et Imric refusera une nouvelle fois. Imric refusera une nouvelle fois
l'alliance entre les armées de la Reconquête et ses propres armées des dragons. Et à ce moment-là, juste avant la bataille finale, Tyrion revient fou de rage, redevient fou de rage parce que, justement, il ne veut pas se faire écouter même des autres politiques, et il déclare Imric exilé. Il le répudie d'Ultuan. Et lorsque Tyrion fait ça, déjà Teclis est contre, mais Tyrion a un plus gros charisme, une plus grosse représentation du point de vue des armées. Et lorsque Tyrion excommunie Imric, la totalité des princes dragons qui étaient encore loyaux à Tyrion se barrent. Ils disent ah ouais non mais en fait vous crachez sur tout, même sur notre origine, donc on se tire. Je l'avais loupé celle-là, what the fuck, voilà. Ce qui fait que Tyrion a fait la bataille finale sans aucun dragon et sans aucun des princes dragons. Et paf, nef de l'armée, exactement. Ce qui fait que là, les hauts elfes n'ont plus de dragons. Plus aucun. Ils sont tous alliés à Calédor. Teclis porté sur une civière, je suis pas d'accord. C'était avant la bataille. Ils l'ont tellement viré qu'il a une barbe qui lui a poussé, c'est ça. Salut Tom Rinder, j'espère que tu vas bien. Bonne soirée, merci à toi. Et justement, le contexte historique des hauts elfes de Kane se termine. Des hauts elfes, après je vais passer aux elfes noirs, Metal Liquid. Le dernier contexte se passe avec Teclis, qui extrêmement difficilement, qui marche encore plus qu'un vieillard asthmatique, est à Calédor. Il est allé voir Imric lui-même parce que Imric l'a convoqué. Et il est allé le voir. Teclis qui fait toujours un peu ses manigances de son côté, loin de la selle politique. Il explique même que si jamais Tyrion savait qu'il était venu, Tyrion lui en voudrait. Et Imric et Teclis, tous les deux bien sûr, surtout Imric joue de la politique, tandis que Teclis en a rien à foutre, littéralement il en a vraiment rien à péter de la politique. Lui c'est son plan pour l'Iléade qui compte le plus possible. Et t'as juste un truc lunaire qui se passe et où t'as Imric qui explique les yeux dans les yeux à Teclis. J'ai fait un rêve, l'Iléade m'a parlé, je l'ai vue en vrai, elle m'a amené dans le grand vortex. Dans le grand vortex, j'ai rencontré mon ancêtre Calédor, dompteur de dragons, qui m'a nommé et qui m'a dit « J'ai vu Ultuan retrouver sa gloire d'antan. Que pourrait signifier la présence d'une déesse auprès de moi et agissant au service du plus légendaire de mes ancêtres, à part le retour de la toute-puissance de Calédor ?» Et t'as Teclis à ce moment-là du dialogue, dans sa tête, il se dit juste, c'est écrit, j'adore cette phrase, Teclis ne répondit pas. D'après ce qu'il savait, Imric avait compris exactement l'inverse de ce qu'on avait voulu lui dire. Ah, le mec, il a rien compris. Je trouve ça génial. En gros, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais qu'il est con. T'as lu les notes en bas de page. Bon, gros con confirmé, Imric. Alors que c'est tellement dommage, il y avait tellement de potentiel pour ce personnage. Oh là là, et ils le font passer pour quelqu'un en fait qui n'a pas compris une vision. Et qui est con ce con. Et la dernière chose qu'il y aura de ce dialogue entre les deux, tu comprends que Imric est en train de dire que il va probablement changer de camp, ou en tout cas qu'il a un plan pour le futur et que les camps que les elfes ont toujours connus ne vont plus exister. Et à la fin du dialogue, Teclis arrive dans une pièce où Imric lui ouvre la porte et en face il y a des centaines d'œufs de dragons prêts à éclore face à eux. Chose qui est très rare, les œufs de dragons, les nouveaux dragons, c'est extrêmement rare dans le monde de Warhammer.
Et justement, Teclis qui le regarde, il voit ça, donc des futurs potentiels dragons surpuissants pour encore plus de pouvoir pour Calédor. Et Teclis se tourne vers lui et il lui dit qu'est-ce que cela signifie? Et Imric qui lui répond avec une petite larme à l'œil, la déchirure doit se refermer, la guerre sans fin va se terminer. Oh là là. Oh là là. Attendez, je n'ai pas suivi. Lequel a raison, lequel est largué? Le grand retour des dragons, tous les peuples du monde des vivants qui reçoivent tous leurs bonus cheats au maximum possible, parce que s'ils ne les utilisent pas, ils vont tous crever. Ça sent pas bon pour le futur, ça sent pas le retour de la grande époque. C'est le moment pour un Doomstack. C'est ça. Allez, vas-y, mon gars. Il est pas fou, il est juste une incapacité à se projeter dans le présent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est incroyablement con. Ah, voilà, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mon cher Saul. Donc ça, tout ça, c'est le point de vue des hauts elfes. Et on va terminer par les elfes noirs. J'avais pas compris non plus la vision. C'est ça la vision, c'est que oui, regarde Calédor, tu vas avoir tout plein de dragons. Oui, ils vont revenir les dragons. Parce qu'il faut que tu t'armes pour combattre les dieux du chaos, connard. Et pas que tu tues tes propres frères, abrutis. Mais en effet, la vision lui dit les elfes ne peuvent survivre que s'ils sont unis. Et donc que si le Ranadandra s'est passé. Donc oui, en raison, c'est bien de se dire ouais, la déchirure doit s'arrêter. Mais... Enfin bref, voilà. Imric a réussi ses quêtes spéciales, c'est tout, il n'y a rien d'inquiétant. C'est exactement ça, dit Balibou. Il a passé tout son temps à tourner en rond avec ses dragons et il s'est TP à chaque mission de Total Warhammer 2 et 3. Je devrais arrêter de parler parce que ça devient vraiment malsain, c'est à peu près ça. Perceval et Caradoc qui fusionnent, c'est Imric. Faut faire la paix, oui, il ne suffit pas de le dire, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci à Taxes, merci beaucoup pour les 32 mois de sub. Merci énormément. Merci beaucoup. Donc, ça c'était le point de vue des hauts elfes. Putain, 1h30 pour le point de vue des hauts elfes. Oh là là, ça va être long. Point de vue des elfes noirs. Qu'est-ce qu'il se passe dans le point de vue des elfes noirs? Le point de vue des elfes noirs est exactement comme il a été décrit dans le début du roman, c'est-à-dire dans le premier livre. Malekith, qui s'était pris une tollée face à Tyrion et Teclis dans la dernière Grande Guerre, s'est remis. Ça fait 100 ans qu'il est remis, mais il est d'une toute autre manière, d'une toute autre pensée, beaucoup plus calme, beaucoup plus machiavélique, beaucoup plus posé dans ses jugements, beaucoup moins impulsif qu'avant. Et là, la tempête du chaos pop, au moment où Malekith s'apprêtait à préparer la plus grande invasion d'Ultuan qu'il n'a jamais connue. La seule chose, c'est que Malekith, en fait, ce coup-là se fait surprendre par l'attaque des guerriers du chaos qui arrivent du nord. Les guerriers du chaos qui arrivent du nord ne sont pas n'importe lesquels. Ce ne sont pas n'importe lesquels du tout. Ceux qui arrivent du nord et qui attaquent Nagaronde n'est autre que la horde sanglante commandée par Valkia elle-même. Donc les dieux du chaos n'envoient pas n'importe qui attaquer Nagaronde. Contrairement au roman où l'Empire, ils envoient que des sous-fifres, que des petites merdes. Ils envoient Chrome, qui est vraiment pas d'importance dans le roman, et tous ceux qui laissent mourir en premier. Non, là ils envoient Valkia, littéralement. Du genre, on va te défoncer la gueule, Malekith, tu vas comprendre ta douleur. Et Malekith, non seulement déjà n'a pas pu préparer sa défense, parce que ces tours de défense qui chacune, au nord de Nagaronde, je le rappelle, qui possèdent chacune 80 000 hommes de défense, démographie elfe noir, cherchez pas, en même temps ça baisse beaucoup les elfes noirs, toute cette ligne que vous avez de la Frozen City jusqu'à Dagrax Ends, toute cette ligne qui sont des lignes de défense de Nagaronde contre les désolations du chaos, tout ça s'est fait plier. Tout ça a été détruit et la horde sanglante s'est engouffrée en Nagaronde. En Nagaroth, pardon, putain, je confonds tout le temps.
Il y a combien de tours de défense? Un compte, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Il y en a 12. Les demi-elfes, ça existe dans le monde de Warhammer, dans ma timeline, oui, pas dans l'officiel. Et justement, vu que les tours ont été attaquées et que justement les se sont fait défoncer, normalement, tu as quelqu'un qui est censé prévenir Malekith de ça. Tu as d'ailleurs toutes les tours du Nord qui sont liées à une seule, c'est Gronde. Elles sont liées à la tour de la sorcière, la tour de Morathi elle-même, qui est censée dire « Attention, une tour est attaquée par le chaos, envoie-y des renforts, mon fils. » Et là, Morathi n'a prévenu personne, et toutes les tours du Nord sont détruites. La horde sanglante s'abat sur Nagaroth, sans compter les démons qui popent, en plus avec les tempêtes du chaos. Ce qui fait que, sachant que Malekith est bloqué à Nagaronde par Valkia elle-même, toutes les autres cités se retrouvent solo. Mais les elfes noirs, c'est pas n'importe qui. C'est que même quand c'est la paix, entre guillemets, ils s'entraident pas eux-mêmes. Mais là, la seule manière qu'ils auraient eu de repousser même les guerriers du chaos, ça aurait été de s'allier. Bien entendu, ils n'en font rien. Malus Darkblade à Agraef ne va jamais aller pousser au nord pour aller briser le siège de Nagaronde. Jamais. Pareil, Karonkar et Clarkaronde ne vont pas s'entraider elles-mêmes pour, par la mer, faire des attaques dans le dos des guerriers du chaos de Khorne, etc., etc. Ce qui fait que les cités sont isolées et doivent se débrouiller les unes après les autres tant que Malekith n'a pas brisé son siège. Ça fait presque 1 million d'elfes noirs morts, mais il a perdu combien de sa force? Oh là, mais attends, tu vas voir, Pierre, justement. Et justement, ces cités isolées, sur les 6 qui restent, parce que je rappelle qu'il y en avait 7 à la base, il y a Karonkar, Arganet, Gronde, Nagaronde, Argraef, Clarkaronde et une dernière, Ar-Kaldra, qui a été détruite elle-même par Malekith. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'en restait plus que 6 des cités elfes noirs majeures. Et bien après l'assaut de la Horde sanglante, ils en ont perdu 3. 3 cités majeures elfes noirs sont définitivement rasés par les guerriers du chaos de Khorne. Comment? Ouh. Donc ils ont pris dans la gueule les elfes noirs. Pourquoi Malekith il en avait rasé une? C'est laquelle qui sont perdus à cause du... C'est lesquels qui sont perdus à cause du chaos. Non, c'est Ar-Kaldra qui l'a détruite. Ça pique. On nerf de 50%. Allez, on continue les nerfs. Donc, pour vous expliquer, Clarkaronde, donc celle du sud, se fait défoncer par des raids des elfes noirs que Malus Darkblade n'arrête pas du tout et laisse filer même d'ailleurs par la route noire. Et Karonkar, par contre, c'est autre chose. Karonkar, il y a à l'intérieur 2 personnages, un qui n'est pas connu mais un autre qui est très connu, Lokir, bien évidemment. Lokir qui a son rival de toujours dans la cité, c'est un peu une guéguerre entre les deux dans la cité en temps de paix, entre guillemets. Je retrouve plus son nom, je suis désolé. C'est un personnage secondaire de merde. Ça doit être dans les romans de Lokir. Bref, ces deux-là sont les seuls d'ailleurs des elfes noirs à s'allier entre eux lorsque la horde du chaos de Khorne débarque par des centaines des milliers de navires qui arrivent du nord. Oui, parce que les guerriers du chaos de Khorne, des désolations du chaos, ils ont de quoi faire une armada de bateaux plus nombreuse que les arches noires et l'armada navale de Lokir et du seigneur de Karonkar réunis. Voilà. C'est logique, voyons. Dark over now, 1000. Voilà. Et justement, donc Karonkar, alors que leurs 2 flottes s'allient ensemble pour défoncer du Nordique et du guerrier du chaos, radeau supérieur aux arches nord, on pourrait dire ça. En fait, ils arrivent à tuer un navire et 2 autres prennent la place et arrivent à débarquer sur Karonkar. Karonkar qui tiendra pendant super longtemps.
Cependant, alors que Lokir et son rival sont prêts à attaquer les guerriers du chaos qui ont enfin fini de débarquer dans le dos par les zones de débarcadère, les murailles de Karandkar s'effondrent et des centaines de milliers de Skaven attaquent. Comme c'est bizarre. Au même moment. Dingue. Franchement, je m'y attendais pas. Ratus Ex Machina, c'est pas de bol, hein. Franchement, vraiment, c'est pas de bol, quoi. La magie du scénario. Du coup, ils restent en mer. Du coup, ils vont à Nagaronde, cette flotte. Et sans cette flotte, ils auraient été bien guaqués dans le scénario. Donc, Karandkar tombe face aux assauts de Khorne et des Skaven, Clark-Aronde tombe face aux Corneux, et Gronde est totalement encerclé par les forces de Khorne, tandis que Arganet, donc la cité bien entendu de Dame et Lébron, se tape un kiff absolu de massacre entre les forces de Khorne et les forces de Kain. Alors là, vraiment, c'est la razzia. Enfin, c'est pas du tout la razzia, c'est le buffet à volonté, quoi. Et on raconte que Elébron serait s'amuse. Voilà, elle s'amuse en gros. Les canites, ils se mettent bien. Ouais, les canites, ils se mettent open bar. Alors là, vraiment, The Douille, voilà, open bar, The Douille. Littéralement, c'est le kiff. Les filles, orgie de sang à volonté, let's go, littéralement. Le jour de paye, exactement. Et tout ça, tout ce qui se passe là va changer quand Malekith va enfin réussir à abattre Valkia. Valkia va être abattue. Alors, elle est tuée par le dragon et par Malekith. Et déjà, 3 paragraphes plus loin, on t'explique qu'en fait, elle est peut-être pas morte. Excusez-moi, on continue. Elle est peut-être pas morte au final, mais c'est pas grave, ça permet à Malekith de lever sa plus puissante armée avec tous les survivants, y compris Khurran, le chef de sa garde noire, son seul loyaliste, littéralement. Et ça lui permet en fait de mobiliser une armée et de ne pas partir. Il va à Gronde. Il part avec Malus d'Armes, il part avec tout le monde, avec tous ceux qu'il a appelés à un conseil de guerre total. Il a dit « Venez tous ou je vous défonce ». Et tout le monde viendra pour les survivants. Pour les survivants. Malekith part au nord avec Khurran pour aller récupérer sa mère. Pour aller la récupérer, mais aussi pour la juger, parce qu'elle ne l'a pas prévenue de l'attaque du nord. Pourquoi ? Lorsqu'ils arrivent à Gronde avec cette armée, ils perdent un tiers de l'armée rien qu'en allant au nord, en traversant, parce qu'il y a encore des guerriers du chaos, c'est pas parce que Valkia elle est morte que les Corneux ils sont partis, hein. Ils sont toujours là. Et en arrivant à Gronde, à la tour de Gronde, eh bien la tour est intégralement recouverte de ronces noires magiques venimeuses du scénarium. Rien n'arrive à y passer. Et devant la tour se dresse une elfe noire, une sorcière. Cette sorcière s'appelle... Comment qu'elle s'appelle déjà cette conne ? Drusala ? Voilà, c'est ça, Drusala. Drusala, sorcière de Gronde, indique à Malekith et lui demande de bien vouloir descendre de son dragon et venir seule voir sa mère. L'incarnation sur Terre de Hekarti, la déesse. Donc déjà quand Khurran, son garde noir, il entend ça, il fait « Non mais va te faire foutre, je le suis, c'est mon roi ». Malekith, il lui fait « Ta gueule, j'y vais tout seul ». Khurran qui a l'habitude et qui dit oui. Mais Malekith, dans sa tête, se dit
Ok, elle se prend pour une déesse. En même temps, c'est peut-être le seul moyen qu'elle a de se faire obéir par toutes ces sorcières, vu que c'est la tempête du chaos. Moi, je l'ai bien fait pour me faire obéir. Je me suis dit, je suis l'incarnation de Kane pour me faire obéir des furies. Donc, allez, fais-toi plaisir, maman. Et il va accepter et il va rentrer seul dans la tour de Gronde. Et c'est là qu'il rencontre sa mère, qui est en train de... Ah, vraiment, elle jubile. Elle est en train de s'amuser, elle sourit. Elle est en train de regarder ces statues d'hommes transformés, d'elfes transformés, en se disant avec lesquels, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec moi en copulant, etc. Vraiment, elle a vrillé, mamie. Hein. Vraiment, Morathi, tu sens qu'elle est partie en vrille. Et Malekith arrive face à elle. Et direct, alors qu'elle est dans ses appartements, etc., Malekith s'assoit dans le trône de Morathi. Littéralement. S'assoit dans le trône de Morathi. Alors, j'avais pas d'image où ils s'engueulaient tous les deux, hein, c'est l'intro de Total Warhammer 2, mais pensez bien qu'ils s'entendent pas du tout. Mais genre pas du tout, du tout. Ils sont pas très d'accord à ce moment-là. Ils sont pas du tout d'accord, même. Attendez, je vais en mettre une où ils sont pas côte à côte. Voilà, c'est ça, on va dire un truc comme ça. Sans gêne, mais en même temps, c'est le roi Phénix. C'est le roi Phénix, non, c'est les rois sorciers. Je suis sûr qu'ils ont des maisons de retraite chez les elfes noirs. Et donc, c'est que t'es pas allé voir sur Rule 34. Non, mais j'ai pas envie. Et c'est là qu'il y a un énorme dialogue. Il y a un énorme dialogue entre les deux. Là, je vais pas avoir le temps de tout vous lire parce qu'on va bientôt être à 2 heures. Mais le résumé que je pourrais vous dire, c'est que Morathi et Malekith, à ce moment-là, vont vraiment s'embrouiller. Mais s'embrouiller d'une manière pas du tout violente. En tout cas, pas violente par physiquement. Violente par les mots. Typiquement elfique. Vraiment très 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 elfique. Et ce n'est pas du tout un Malekith de l'ancien temps qui aurait pu faire ça. C'est vraiment le Malekith qui a vrillé. Le Malekith qui est devenu vraiment le Malekith. Le vrai bourrin. Celui qui a échoué 4 fois et qui ne va pas échouer à sa 5e dans sa tête. Ce qu'on explique en fait à ce moment-là, la première phrase qui est dit que Malekith dit, que Morathi dit, c'est: vous venez de loin pour me parler, mon fils. Dois-je me sentir honoré ou menacé? Elle est en train de s'amuser, alors que c'est littéralement la fin du monde dehors. Hein. Sa cité est enfermée, le Nagaroth est totalement ravagé. Et elle lui dit: oui, qu'est-ce que vous voulez, mon fils? Je dois être menacé, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content? Vous êtes content? Qu'est-ce qu'il vous faut? Et là, Malekith lui répond: je dois m'assurer qu'un de ces mondes revêt encore quelques importances à tes yeux. Déjà, il la vouvoie pas, il la tutoie direct. Il lui dit du genre: est-ce que tu veux prendre ma place? Est-ce que tu veux redevenir reine? Qu'est-ce que tu fais, maman? Mère, mom, what do you do? What are you doing? Tu ne m'as pas prévenu de l'invasion des Nordiques alors que c'était ton devoir. De plus, tu n'as même pas participé à la défense de Nagaroth. Je devrais être furieux contre toi. J'avoue même que j'ai pensé à te torturer. À cause de toi, Nagaroth est au bord de la destruction. Depuis la fin de l'année, elle risque d'être une nouvelle ruine qui ira rejoindre les autres qui parsèment déjà ce monde. Néanmoins, j'avoue que moi, Malekith, je n'en éprouve aucune douleur. Merci Biflex, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Et lorsque Morathi entend Malekith dire ça, Malekith il dit littéralement: ok, ben j'ai perdu la moitié de mes cités, le monde des elfes noirs est ravagé, mais j'en ai rien à foutre. Quand il dit ça, Morathi, l'incarnation même de la corruption et de la nuance politique, hein, Morathi. Merci à French Wargame de m'avoir, pardon, à Planet Wargame de m'avoir fait découvrir ta chaîne surtout. Avec grand plaisir, Bflix. Vraiment merci à toi. Tous les lundis, mardi et vendredi, tous les lundis, mercredi et vendredi, si tu veux du live. Bien sûr. Sinon, tiens. Si vous ne me connaissez pas d'ailleurs, je ne l'ai même pas fait. N'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube aussi. Morathi pète un câble et lui fait: putain, t'es vraiment indigne de ton père. Ton père, il serait battu contre les démons. Ton père, il aurait défendu sa terre. Et Malekith lui fait: ouais, bah justement, je vais l'honorer, mon père. Tout ce que tu as fait, mère, tout ce que tu as fait, je sais pas vraiment pourquoi tu as livré cette terre au chaos, bien que je me doute de quelque chose. Et là, Malekith balance les infos.
Malekith dit à sa mère, je sais que tu as été faible et je sais que tu ne crois plus qu'en un rêve futile. Et là, ça nous renvoie même pas à la fin des temps, ça nous renvoie au livre d'armée de la V8. Parce que dans la V8, mise en place dans la V8, ça a été complètement une invention de la V8 qui nous annonçait la fin des temps, alors que Malekith est dans les royaumes du chaos, qu'il est blessé mortellement de la maladie du manga après s'être pris la boule de feu de Teclis, eh bien Morathi capture Tyrion sur Ultuan et tente de le sacrifier jusqu'au moment où elle plonge son regard dans les siens, première fois qu'elle le voit véritablement en vrai, et elle tombe amoureuse de lui parce qu'il est la réincarnation physique d'Aenarion, l'ancien mari de Morathi. Elle l'embrasse et elle se barre avant que Teclis arrive à la tuer. Et ça, personne ne le savait au moment T où les deux discutent. Parce que Morathi a tué, assassiné tous ceux qui étaient présents lors de cette bataille du côté elfe noir. Et à part Teclis et Tyrion du côté haut elfe. Et là, Malekith lui balance l'info. Il sait qu'elle est amoureuse de Tyrion. Et là, ça part... C'est même dans les romans, pour le coup, pour Tyrion, copier-coller Aenarion. Oui, Tyrion est un copier-coller d'Aenarion. Mais vraiment, le fait coup de bisou et se barrer, c'est vraiment de la V8. Ça sentait déjà l'amiante dans la V8. Du coup, c'est le scénario qu'il a dit à Malekith. Eh bien, en fait, Wildebar, Morathi, d'un coup, elle est désarçonnée. Elle se fait, attends, mais comment il le sait? Et là, elle se dit, putain, il l'a vu quand il était dans les royaumes du chaos. Il l'a vu quand il était dans les royaumes du chaos, quand il s'est enfui par la faille pour éviter de mourir contre Teclis. Et donc, Malekith qui balance ça, Morathi commence à perdre patience et elle commence à perdre ses moyens. Le mec arrive à désarçonner sa mère, qui a réussi, je le rappelle, à embobiner les demi-dieux. Hein. Et justement, Malekith balance, je peux te laisser à ton rêve futile, j'ai peut-être même pas besoin de toi. Je vais reconquérir les 10 royaumes et redonner le blason de mon père sur Ultuan. Et là, directement, tu as Morathi qui lui balance, je t'ai déjà entendu dire ça. Et là, c'est du ping-pong. Malekith qui trouve il lui fait, le roi Phénix est mort. Je l'ai tué de mes propres mains. Et là, il montre ses gantelets asséchés de sang. Et tu comprends que Finubar, il est plus là. Finubar, depuis le début qu'il est dans la tour des étoiles, il est mort. Et c'est Malekith qui l'a tué à main nue. Et ça, t'as le clin d'œil dans le premier roman. Dans le premier roman, Malekith, il revient par un portail. Il revient par un portail en Nagaronde et il voit l'assaut de cornes et il ressort. Mais on comprend qu'il a du sang sur ses gantelets. Mais on ne sait pas d'où ça vient. On se dit, bah, il a tabassé un de ses sous-fifres. Mais non, en fait, le mec a tué Finubar. Et il explique, Malekith explique, que Finubar a été trahi par un de ses conseillers. Et le seul qui a vu Finubar mort, techniquement selon la timeline, c'est Teclis. Et tu comprends que Malekith et Teclis, apparemment, sont de mèche. Ou en tout cas, Malekith a fait un pacte avec lui. Malekith a dû lui dire ok, bah donne-moi le roi Phénix et je lui pète la gueule. C'est ce qui est sous-entendu dans le roman. Teclis qui trahit pour le grand plan, oui. Parce que Finubar, vous allez comprendre, Kane est très osé, mais ça c'est un truc que j'aime bien quand même. Kane donne un truc ultra imposant en termes d'histoire à la fin du roman. Je préviens, le premier qui spoil pendant tous les streams qu'on va faire sur le dénouement de la fin de Kane, c'est ban direct. Depuis quand ils sont de mèche? Depuis la fin des temps. C'est depuis le début de la fin des temps, c'est-à-dire certainement depuis le retour de Malekith. Mais on sait que Teclis et Morathi sont en contact, non? On l'a vu avec Nagash, tout à fait, c'est indécent. Teclis, il est des deux bords. Il essaie de me mettre les uns contre les autres, peut-être. Perso, s'achète le spoil en privé. Bah non, Dune, joue le jeu. Et donc, ils vont se mettre de bisbilles les uns les autres, ils vont se gueuler dessus, l'un et l'autre, etc.
Merci Xaros, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Et dans les dernières phrases, tu as Moratti qui pète un câble, littéralement. Quand Malekith dit « je vais tous les tuer, je vais devenir le seul avatar qui va être capable de tuer absolument même jusqu'au dieu du chaos, je vais devenir le roi phénix ultime ». Et t'as Moratti qui lui fait « tu es un imbécile, c'est la fin des temps, seuls ceux qui l'embrasseront survivront. Tu n'as pas l'étoffe d'un vainqueur, mais d'un vaincu qui blâme les autres pour ses échecs. Retourne comploter à Nagaronde avant que le chaos s'abatte. Je ne vais pas mettre mes forces au service d'un aveugle. » Donc, dans cet échange, tu as littéralement Moratti qui dit « je rejoins le chaos ». Elle pose les termes, littéralement. Elle dit « ça sert à rien de combattre, rejoins le chaos ». Attendez, j'ai ouvert trop d'images. Faut que j'en ferme. Merde, j'ai fermé Moratti, justement. Comme par hasard. Donc, elle lui explique, non, je m'allie pas à toi. Je m'allie pas à toi, casse-toi, tu me saoules. C'est non. Ah, mais c'est pas la bonne. Je suis nul. Je suis con. C'est celle-là que je voulais. Alors qu'elle va juste se faire pousser des écailles et une grosse queue pour la suite, c'est ça. Rédemption arc pour Malekith, peut-être. Et donc, voilà, donc il va lui balancer sur le fait qu'elle aime Tyrion, etc. Et voilà. Et au moment où Malekith va s'apprêter à partir, Moratti lui dit « si tu te rends en Ultuan, tu perdras tout, ton royaume, ta détermination, l'essence de toi-même. Tout ce qui fait de toi mon fils disparaîtra, même ton nom n'aura plus de sens. Et je préférais te voir mourir que subir un tel destin. » Donc littéralement là, tu as non seulement Moratti qui dit « non, je te rejoins pas, c'est la fin des temps, soumets-toi mon fils au dieu du chaos, ils te récompenseront comme il le doit. » Mais par contre en retour, si tu pars, non seulement tu vas mourir, entre guillemets, mais tu mourras aussi à mes yeux. Quitte même à ce que je te tue avant. Donc tu as même de la menace à ce moment-là entre Moratti et Malekith. Et Malekith, ultra posé de Chad, va simplement lui dire « je vais même pas perdre mon temps et même pas gâcher de mon temps à te punir. Je te laisse. » La reine des connasses. Et Malekith va ressortir de Grande, pas seul. Lorsque Malekith va ressortir, son armée s'attendait pas à le revoir. Hein. Tout le monde disait bah, il est mort, ça y est, c'est fini, il a été tué par Moratti. Et lorsqu'il va ressortir, Malekith ne sera pas seul. Il sera accompagné de cabales de sorcières commandées par Drusalla, l'elfe noir qui l'a accueilli aux portes de la tour, en disant « on a reçu une offrande de la mère des elfes noirs, mais elle ne viendra pas. » Et là, tu fais « attends, quoi ? Mais elle vient de lui dire non, et en fait, il part avec des sorcières quand même. Mais pourquoi ? Pourquoi il les accepte même ?» Et ça, par contre, ben, c'est pas expliqué. Parce que, en fait, je pense que ça aurait été très très con pour le scénario qu'ils partent pas tout seuls. Enfin, qu'ils partent tout seuls. Mais en tout cas, Moratti est resté à Gronde. Voilà. Alors, quand vous allez comprendre la suite, vous allez comprendre pourquoi. Non, c'était si bien. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, sans magie, ça serait compliqué pour lui. Déjà, sans magie, ça serait compliqué pour lui. Ouais. Mais Malekith ne trouve pas ça louche. Bah, en fait, la seule chose que on explique sur le chemin du retour vers Nagaronde, bah, en fait, c'est que Drusalla chevauche juste à côté de Malekith, qui, normalement, dans les autres peuples, est un point de vue de grand prestige. Mais pour les elfes noirs, si le général te dit « chevauche à côté de moi », c'est qu'il n'a pas du tout confiance en toi et qu'il est prêt à te tuer juste à côté de toi. Mais c'est tout. Voilà. Et tu te dis, ok, bon, bah, Moratti est passé au chaos, tant pis, c'est fini. Bah, Malekith est dans la merde, quoi. Et c'est là qu'a lieu le conseil de guerre. Le conseil de guerre, vous rappelez-vous, il avait convoqué tous les seigneurs à Nagaronde, Papy Malekith, en se disant, bon, ben, let's go, on va attaquer.
Enfin, rassemblez-vous, quoi, rassemblez-vous tous. Et lors du conseil de guerre de Nagaronde, donc tous les seigneurs puissants des elfes noirs sont censés être là. Et il est dit qu'à ce moment-là de l'histoire, sur les 100 seigneurs noirs de Nagaronde, enfin de Nagaroth, pardon, sur les 100 seigneurs militaires de Nagaroth, il n'en reste que 12. Ah d'accord. Donc ils n'ont pas pris 50% dans la gueule, les elfes noirs. Ils ont pris beaucoup plus. Comment? Il n'en reste que 12 seigneurs. Donc quand je vous dis qu'il y avait vraiment trop de persos légendaires dans les elfes, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont rasé tous les anonymes. Hein. 88% de pertes. Voilà, c'est ça chez les elfes noirs. Par contre, Malekith explique, il existe encore dans la fin des temps l'âme noire. Oui, il existe encore l'âme noire. Justement, il a une importance, l'âme noire. Il y a Malekith et un 1, ça fait 2. Et justement, Malekith explique que tout ce qui s'est passé, bien entendu, il ne répondra pas, et d'ailleurs personne ne posera la question pourquoi Morathi n'est pas là, hein, bien sûr. Il voit Drusala, une inconnue as fuck, mais il ne se pose pas la question parce qu'ils savent que s'ils posent la question, les seigneurs noirs vont mourir, hein, bien sûr. C'est juste que Malekith explique, très bien, eh bien, fuck off le chaos, fuck off la tempête du chaos, fuck off la fin des temps. Tous ceux qui sont là, ici même, vous êtes les seuls véritables survivants des elfes noirs et des Drurkai, des fils d'Aenarion. Vous êtes les seuls vrais elfes. Tous ceux qui sont morts ne sont que les faibles de notre race qui ne méritaient pas de vivre. Nous allons tout abandonner. Nous abandonnons l'intégralité de Nagaroth et toutes nos forces, toutes nos dernières forces, nos 12% de forces restantes. Nous attaquons Ultuan. Et nous prendrons Ultuan. Nous tuerons tous les hauts elfes et nous deviendrons Kain, l'avatar qui détruira les dieux et qui sera capable de détruire les dieux du chaos. Et même en faisant ça, tu as Elebron qui dit non. Moi, je reste à l'hôtel de Kain et je reste combattre les guerriers du chaos de Khorne. Pour mon kiff. Parce que ça serait chiant dans le scénario sinon. Et c'est comme ça que se termine le contexte de Kain. Malekith par Phalange avec seulement 11% des elfes noirs brûle tout ce qui reste de Nagaroth. Il brûle Nagaronde, il brûle Argraef, il brûle le peu de reste des elfes noirs, mis à part Argraef, la cité de Elebron, et il part. Et c'est la plus grosse armada ultra expérimentée dans la guerre qui va attaquer Ultuan. Les gars, on déménage. C'est ça. Arganet, c'est ça, merci. Et c'est comme ça que se termine le contexte histo. Et même, franchement, la moitié des elfes noirs, ils sont mitigés de cette décision. On vient de faire 2 heures rien que pour le contexte. Et précision, dans le contexte de toute la nation elfique sur les 17 fucking premières pages, on mentionne les elfes sylvains qu'une fois, au tout début, quand les 2 déesses parlent. Donc techniquement, on n'a fait que 2 tiers du travail.